Voilà. Donc, je suis Margot Bernolin, je suis chargée de recherche en droit à l'Université de Nantes et je tiens à remercier Monsieur Gouraud pour son introduction qui nous permet de débuter assez confortablement cette table ronde. Et je devais débuter à la suite de Pierre-Antoine Gouraud pour parler de tous ces usages décrits des données de santé, de tous ces types de collecte. Donc Pierre-Antoine Gouraud nous a montré des aspects très localisés au niveau de Nantes et ces entrepôts de données de santé, ces usages des données de santé connaissent aussi des utilisations dans d'autres centres hospitaliers. Et tout cela s'appuie au niveau national sur une politique de santé publique qui se nomme le virage du numérique en santé. C'est une politique qui se veut assez active, menée par les différents gouvernements successifs depuis moins d'une dizaine d'années maintenant, et qui vise à informatiser le parcours de soins du patient, toute sa prise en charge à chaque guichet où le patient ira. Ces données de santé seront collectées dans l'idée que plus ces données de santé circulent, meilleure sera sa prise en charge. Alors, Pierre-Antoine Gouraud l'a bien souligné, l'informatisation du parcours de soins du patient n'est pas toujours optimale. Pourquoi ? Parce que les établissements publics ne sont pas toujours dotés des équipements nécessaires. Néanmoins, c'est une politique qui a été largement financée et qui s'appuie depuis le Ségur de la santé sur 2 milliards d'euros, donc qui devrait être insufflée vers une informatisation croissante des établissements de santé. Cette politique s'appuie également sur une vision très technique qui vise l'interopérabilité, c'est-à-dire que les différents logiciels qui vont être utilisés par exemple les officines de pharmaciens, les médecins de ville, la médecine de ville, mais également les centres hospitaliers utilisent des logiciels qui peuvent répondre entre eux, se connecter afin que les données de santé circulent. Il est vrai qu'il serait dommage que des données de santé d'un patient enregistrées par son médecin traitant ne puissent être lues par les services d'urgence parce que le format n'est pas le bon. Donc, il y a aussi un investissement extrêmement fort via l'Agence du numérique en santé pour labelliser des outils techniques qui permettent de cette interopérabilité. Et enfin, et ça, Pierre-Antoine l'a bien décrit, il y a le système national des données de santé qui est une béquille supplémentaire de ce virage du numérique en santé qui vise à mettre à disposition au niveau centralisé, au niveau de l'État, toutes les données de santé des Français lorsqu'elles ont été collectées dans le cadre de soins remboursés par la sécurité sociale, et cela à des fins de recherche en santé, des recherches qui doivent avoir un intérêt public. Elles peuvent être menées tout à fait par des acteurs privés. Toute cette dynamique politique s'appuie sur des lois, de nombreuses lois, des décrets ont été adoptés afin d'accélérer, de permettre ce virage numérique en santé, avec des textes très forts qui permettent l'ouverture automatisée du dossier médical partagé de l'individu, par exemple. C'était des lois qui ont soutenu la création de l'espace numérique de chaque Français, mon espace santé, des textes qui visent différents champs. Il y a le dossier médical du travailleur numérisé, du salarié. Donc, toute cette politique, le virage numérique, s'appuie sur des lois et sur un arsenal juridique assez important qui s'exporte au niveau de l'Union européenne avec le futur espace européen des données de santé qui sera un espace de partage des données de santé pour le soin, mais surtout pour la recherche. Est-ce que Valérie est de retour ? Elle devait me poser la question de la propriété des données. À qui appartiennent ces données ? Et Pierre-Antoine Gouraud l'a mis en lumière, elles appartiennent à personne. Il y a un lien très intime, très fort entre la personne concernée par ces données, parce qu'elles révèlent bien sûr l'état de santé, son état de santé, mais également parfois la composition de son foyer, son orientation sexuelle, le travail effectué, sa confession religieuse dans certains cas. Et ça, c'est les données sur le Covid qui ont mis en lumière qu'on pouvait déduire des données de santé, l'orientation religieuse, l'appartenance à un syndicat, etc. Donc, ce sont des données très intimes. Mais le droit a fait l'objet de protéger les personnes concernées, non pas leur attribuant un droit de propriété, mais simplement parce qu'elles sont liées à ces données. C'est-à-dire que, eu égard au règlement général de protection des données personnelles, les personnes concernées sont censées avoir le droit de s'opposer au traitement,
de limiter le traitement de leurs données, de demander la rectification de leurs données lorsque ces données ne sont pas à jour ou pas complètes, et de demander également le droit de faire, de récupérer les données, leurs propres données, pour les envoyer à un autre responsable de traitement, par exemple à un autre hôpital. Ça, c'est ce que le droit propose. Pourquoi pas le droit de propriété? Eh bien, je vais faire une analogie. Si vous êtes propriétaire d'une chaise, vous pouvez la détruire, vous en avez le droit, vous pouvez la louer et vous pouvez la conserver pour vous et interdire à un tiers d'y accéder. Pour la donnée de santé, c'est impensable. Pourquoi? Parce qu'il faut que votre médecin ait accès à vos données de santé. Pour des raisons d'intérêt public, il faut que des recherches puissent être menées sur des données ou que les données soient conservées à des fins de santé publique, par exemple pour la vaccination. Donc, il est impossible de les garder. Par ailleurs, on ne peut pas les détruire parce qu'elles sont également utilisées. Et puis, si on protégeait les données de santé via le cadre de la propriété, eh bien, il n'y aurait que le propriétaire qui serait protégé, par exemple, contre le vol. Donc, si vous vendez vos données de santé et que vous en étiez propriétaire, c'est le futur propriétaire de ces données qui serait protégé, non plus vous-même, alors que ces données sont en lien avec vous. C'est pour cela que le cadre de la propriété n'a pas été retenu et n'est pas retenu, même si dans le débat public, cette question de la propriété des données revient régulièrement pour indiquer que finalement, le patient n'a peut-être pas vraiment de contrôle sur ces données. C'est plutôt sur ce registre-là que cette question se pose. Quel est le contrôle du patient sur sa donnée? Il faut qu'il soit informé des différents usages et parfois c'est assez restreint. Et puis les droits qui sont accordés par le RGPD sont régulièrement limités. Je pense ici au droit de s'opposer au traitement de ces données. Par exemple, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid, il était impensable de pouvoir s'opposer. Ça n'a pas été prévu par les textes de droit en vigueur. Pourquoi? Parce qu'il fallait avoir des données assez complètes sur l'épidémie, d'où l'absence d'opposition prévue. Donc, on voit qu'il y a une question de perte de contrôle, mais le droit de propriété, à mon sens, ne peut y répondre de manière pleine, même si l'autre versant de ce droit de propriété, c'est dire que l'on pourrait vendre ces données et au moins monétiser cette perte de contrôle. Je laisse toujours un peu de temps en me disant que Valérie, voilà, vous êtes... Et ça y est, on y arrive. Super. Je venais de terminer la question de la propriété des données. Merci beaucoup Margot. Je vous prie de m'excuser, c'est ce qu'on appelle des problèmes techniques au dernier moment et pourtant, je vous assure, on a fait les tests. Bienvenue à tous, pardon, on se retrouve donc du coup sur le West Data Festival 2023 avec un vrai beau sujet et une vraie belle table ronde et merci à Margot Bernelin d'avoir débuté cette table ronde pour contextualiser un petit peu le sujet suite au professeur Gouraud. Donc, on est vraiment sur une table ronde qui va travailler, en tout cas, qui va évoquer le sujet de la gestion des données dans le secteur des soins de santé. Pour cela, on a une belle brochette avec nous. Donc, nous avons, je vais commencer du coup par vous, Margot Bernelin, puisque vous vous êtes présenté rapidement et puis vous avez surtout introduit le sujet. Donc, chargé de recherche en droit au CNRS. Merci beaucoup. Ce qu'on appelle une belle réactivité. Miguel Jean, qui est chef de service de la consultation d'éthique du CHU de Nantes et directeur de l'espace de réflexion éthique des Pays de la Loire, que nous avons avec nous également. Merci Miguel. Guillaume Chaplet, qui est gériatre et maître de conférence au CHU de Nantes, et Frédéric Noublanche, qui est pilote du Living Lab hospitalier en gériatrie Allegro au CHU de Nantes. Il nous reste évidemment Jawad Ajan qui va nous retrouver dans 10 minutes, s'il arrive à se connecter, directeur du développement au Cintiq du groupe Vive. Donc, bienvenue à tous. Merci Margot, vous avez en effet abordé le virage du numérique en santé. De quoi parle-t-on? À qui appartiennent les données? Ça, c'est un vrai sujet. Et puis, les risques, en fait, quels sont les risques qui pèsent sur ces données de manière très réelle, très pragmatique? Je vous remercie. Eh bien, les risques qui pèsent sur les données, ils ont été un petit peu effleurés par M. Gouraud. Ce sont les risques d'accès non voulus, non désirés sur ces données par des tiers qui seront, la plupart du temps, on va le dire, malveillants, qui vont accéder à des données afin de les revendre sur le marché noir, sur le darknet. Une donnée de santé vaut plus cher qu'une donnée de cadre bancaire. Donc, dans ce cadre, les attaques, les cyberattaques sur les établissements de santé se multiplient et elles ont des conséquences assez importantes. Les premières conséquences, c'est bien sûr la vie privée des individus qui se trouvent exposés sur les réseaux où l'on peut acheter ces données. Au Brésil, les données
données sur l'état de santé vis-à-vis du Covid, de nombreux patients avaient fuité, notamment sur des personnalités politiques. En Asie du Sud-Est, c'était les personnes qui étaient suspectées d'être des cas zéro, dont les données de santé avaient fuité, ce qui avait donné lieu à des harcèlements. Donc on voit que l'atteinte à la vie privée est très importante, mais pas que, parce que lorsque des personnes mal intentionnées s'insèrent dans les systèmes informatiques d'établissements de santé, ils récupèrent des données et puis ils organisent un racket afin que les établissements de santé payent pour récupérer leurs données et puissent utiliser leur système informatique. Et là, les conséquences ne sont pas qu'en termes de vie privée, mais aussi en termes d'organisation des soins, parce que ce sont des soins qui sont arrêtés, qui ont du mal à des départements qui ont du mal à exercer leur fonction, à travailler, à avancer, parce qu'ils n'ont plus accès à leurs outils informatiques. Et donc, les conséquences sont bien plus graves. Alors, pour répondre à ces menaces, le droit est doté d'un arsenal juridique qu'a évoqué encore une fois Pierre-Antoine Gouraud, avec tout un nombre de règles à la fois techniques et juridiques pour s'assurer que l'hébergement des données de santé est sécurisé, qu'il y a bien des règles de confidentialité en place pour indiquer à tous les intervenants de la chaîne de production ou d'utilisation des données qu'ils doivent être dotés d'un mot de passe pour y accéder, etc. Donc il y a vraiment un arsenal, mais ça implique la vigilance de chacun. Et du coup, une question, comment gérer et limiter ces risques? Est-ce que vous avez une réponse au niveau juridique aujourd'hui? La gestion la gestion de ces risques et la limitation passe vraisemblablement par des règles visant la cybersécurité, également par l'application du règlement général de protection des données personnelles, qui comprend tout un certain nombre de règles sur la traçabilité de l'accès aux données. Et puis, donc, on a ces deux versants, à la fois la cybersécurité en santé et le règlement général de protection des données. Mais effectivement, ce sont des textes qui peuvent être limités parce que un intervenant malveillant n'aura rien à faire, se moquera d'enfreindre ces règles et d'accéder aux données parce que les enjeux sont extrêmement importants. Donc parfois, le droit est assez limité et les réponses des juges et de la CNIL peuvent être limitées parce que la CNIL ne pourra pas faire une enquête pour remonter sur quelqu'un qui a opéré depuis l'étranger. C'est très dur. Dans le cadre de la fuite des données de données de santé qui étaient au sein d'établissements de biologie médicale, la CNIL n'a plus qu'envoyer un courrier en Californie, qui était le lieu où il y avait le site internet qui hébergeait les données. Donc, c'est parfois assez limité. D'accord. Et là, il y a le professeur Gouraud qui, du coup, est resté avec nous en tant qu'intervenant cette fois-ci, qui dit « ce ne sont pas mes données, mais ce sont des données qui me concernent et donc j'ai des droits ». Quand on dit ça, est-ce que là, on revient un peu sur ce que vous dénonciez tout à l'heure, à qui appartiennent mes données finalement ? Non, je pense qu'on l'explicite d'une autre manière et c'est peut-être mieux expliquer ce que j'ai dit. Ce sont mes données. J'ai pas un droit de propriété, mais j'ai des droits sur mes données. C'est-à-dire, j'ai le droit de demander leur rectification, de m'opposer à leur traitement, de demander d'avoir des informations sur ces traitements. Mais attention, ces droits dans le champ de la santé peuvent être fortement limités. Ça, je tiens à le rappeler parce que l'État, via ce virage du numérique en santé, peut constituer des bases de données centralisées extrêmement importantes. Et pour avoir des bases de données les plus complètes possibles, il faut limiter ses droits. Et c'est assez complexe en santé de faire jouer ses droits. Et donc là, on revient sur la question de l'anonymisation au final. Oui, l'anonymisation, c'est une porte d'entrée technique qui permet de protéger la vie privée des individus. Pourquoi? Parce que les données ne sont plus liées à ces derniers. C'est-à-dire que les données ne permettent pas d'identifier une personne. On a enlevé tous les identifiants. Ça, c'est assez complexe à mettre en œuvre techniquement et ça a ses limites également techniques. Les informaticiens ont montré depuis une bonne dizaine d'années maintenant, voire un peu plus, que l'anonymisation ne permet jamais de protéger des données lorsqu'elles sont en volume conséquent. Pourquoi? Parce qu'il suffit de 3 informations pour déduire l'identité d'une personne. Par exemple, sa pathologie, son adresse, l'emploi exercé. On va pouvoir déduire quelle est l'identité de cette personne. Donc, l'anonymisation est un rempart technique extrêmement limité. Et on a une question du coup dans le chat, je fais le lien entre les deux, excusez-moi, mais ça va me permettre de faire la transition avec Miguel Jean.
où on nous parle quelque part de vulnérabilité. En effet, il y a une personne qui énonce en fait des problématiques de droit pendant la Covid, entre autres la gestion Covid, où ils se sont dit, ben voilà, on était en refus de vaccination, mais quand même peut-on s'attendre à conserver notre droit au refus à valider l'exploitation des données personnelles de santé, et dans la négative, quelles sont, ou en tout cas seront les conséquences probables. Alors là, je ne me place pas d'un point de vue juridique, pour le coup, Madame Bernelin, mais plus d'un point de vue éthique. Là, on parle quelque part de personnes qui ont choisi quelque part de ne pas se faire vacciner, donc d'avoir un refus. Est-ce qu'on parle de vulnérabilité dans ces cas-là, ou de fragilité, ou non, ou pas du tout en fait, parce que c'est juste un droit de dire oui ou non à une action probante, et quel est le lien? D'un point de vue éthique, en fait, parce que là, je rentre complètement sur son choix, le choix et le non-choix de chacun. Alors, je suis désolée, est-ce que vous pouvez expliciter votre question parce que j'ai du mal à la saisir. Alors, en fait, c'est une question qui est plus pour Miguel sur la question de l'éthique. Oui. En fait, c'est le choix et le non-choix. C'est vraiment une question qui a été posée dans le chat sur la partie Covid, sur la gestion de la crise Covid avec le refus de vaccination, et qu'est-ce qu'il en sera demain de mes données en tant que refus de vaccination. Mais alors, juste merci pour cette question. Sur la vulnérabilité également avec Miguel, pardon. Non, il n'y a pas de souci. Je ferai un petit peu un retour en arrière sur ce qu'on a dit. D'abord, pour remercier Pierre-Antoine pour la clarté de son exposé, qui nous a bien donné les points importants à ne pas oublier. Et partant de là, le choix, on pourra l'imaginer si on est, et je dis on, parlant du patient, correctement informé. Et c'est, je trouve là qu'il y a un vrai point de fragilité. Parce que en médecine, enfin dans le soin plus largement et dans l'accompagnement, on veille à lutter contre une forme d'asymétrie entre le soignant et le soigné. On veille à faire reculer ce paternalisme médical qui s'était largement invité dans la relation de soins. La crainte que j'ai, mais on va en discuter, c'est que ce paternalisme se réinvite dans la relation de soins sous cette forme d'asymétrie de savoir quant à la place du numérique. C'est-à-dire, pour revenir à la question que tu poses, Valérie, quelle est ma capacité de choisir si je n'ai pas bien compris les enjeux? Voilà. Et pour bien comprendre les enjeux, il faut être suffisamment informé et avoir la capacité de comprendre ce que nous a très bien expliqué Pierre-Antoine. Ça nécessite quelques ressources dont parfois sont privés les patients qu'on a en charge. Tu parlais de vulnérabilité. On pourrait demander à Guillaume, s'agissant des personnes âgées, on pourrait se tourner vers les personnes en situation de handicap ou les plus fragiles sur le plan social. Quelle sera la capacité chez ces patients-là de comprendre à quoi servent les données de santé et tout ce que nous a expliqué Pierre-Antoine? Quelle sera leur capacité alors pour décider si oui ou non ils consentent à ce que ces données soient recueillies et utilisées? Moi, c'est ça ma question. C'est de voir réapparaître ce paternalisme sous une forme numérique alors qu'on fait tout pour lutter contre cette asymétrie entre le soignant et le soigné. Et là, tu parles du soignant et du soigné, mais du coup, qui accède réellement à la donnée de santé? Alors, je répondrai d'une façon un peu normande. Qui informe d'abord? Qui informe? Qui a cette mission d'expliquer aux patients ce que sont ces données de santé? Est-ce que c'est le médecin? Et si c'est le cas, est-ce qu'il en a la compétence? Parce que tous les médecins n'ont pas la compétence de Pierre-Antoine pour nous expliquer clairement ce que sont ces données de santé. Et ça réinterroge la formation initiale. Bon, il fait des cours en P1, moi aussi j'enseigne en P1, mais on leur donne des petits éléments. Mais quelle sera la compétence de ces futurs soignants? Le P1, Miguel, c'est quoi? C'est la première année de médecine? Première année, oui. Quelle sera la compétence des futurs soignants à expliquer à leurs patients les enjeux qu'on avait pu évoquer très rapidement? Voilà, ce sont des questions que je mets sur la table.
Et il y a une question qui est posée dans le chat par Philippe, qui fait sens à ce que tu es en train de dire. RGPD et cyber, cela induit également un risque de multiplicité des outils qui induit eux-mêmes un contournement des règles. Exemple, envoi des données via Gmail ou autre. De plus, quid pour des personnes accompagnées, triptyque patient, famille, accompagnant, une vision de gestion de risque qui peut sembler par moment limitée sans prendre en compte l'ensemble des flux d'informations nécessaires en santé ou médico-social. C'est juste, c'est juste. On voit, notamment en dermato, parce que c'est une discipline de l'image, circuler par SMS ou par WhatsApp des photos de lésions avec le nom des patients pour avoir des avis de collègues. Ben, ça, c'est tous les jours. Et c'est vrai que ça court-circuite complètement les systèmes de sécurité qui sont mis en place. Et je ne parle pas des Gmail qu'on reçoit avec le nom des patients. Et voilà. Oui, ça, c'est tout à fait juste. Bonjour Jawad Ajam, qui nous rejoint et qu'on a présenté. Miguel, je fais le lien à ce que tu viens de dire. Donc, tu es en train de parler quand même de transmission de données par des boîtes Gmail ou autres. Tu viens de l'énoncer. Quels sont les moyens qui sont mis en place pour garder son intimité au final ? Alors, c'est deux choses. Enfin, je distingue la confidentialité de l'intimité, l'un pouvant faire partie de l'autre. Explique-nous. Pardon ? Explique-nous la différence. Si on parle de confidentialité, ça fait partie des règles, on va dire, déontologiques. L'intimité, c'est plus compliqué. Par exemple, quelles sont les informations dont la loi dit qu'elles sont strictement nécessaires pour pouvoir être partagées ? Là, ça fait partie de l'intimité. Est-ce que quand je reçois une patiente, je dois recueillir l'information concernant l'IVG qu'elle a faite quand elle avait 18 ans ? Voilà. C'est typiquement, est-ce que cette information est pertinente ? Est-ce qu'elle doit être partagée, etc., etc. Ça fait partie de l'intimité. Ça fait partie de ce que je peux ne pas vouloir transmettre ou de ce que je ne peux pas imaginer, voire communiquer, tracer, conserver dans un dossier numérique ou papier d'ailleurs. C'est ça l'intimité. C'est ce que je veux garder secret. Et peut-être qu'il y a peut-être un piège avec ces données, c'est cet objectif de transparence finalement. Il ne faudrait pas que le patient disparaisse derrière ces données ou soit résumé à ces données. Et je milite pour qu'on puisse garder des jardins secrets. C'est pas très numérique ma façon de voir les choses, mais... Non, mais c'est ta vision éthique qu'on demande aujourd'hui et ça nous va très bien. Il y a une question de Marois et que je poserai à Madame Margot Bernelin cette fois-ci. Le consentement des patients est-il obligatoire dans le cas des données pseudonymes collectées pour des raisons industrielles ? On revient un peu à ce que vous disiez tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il en est ? Oui, non, cela dépend. C'est une réponse de juriste en réalité. Pourquoi oui et non ? Oui, d'abord, le consentement normalement s'impose parce que la donnée n'est pas pseudonymisée immédiatement. Elle fait l'objet d'un traitement pour être pseudonymisée et donc enlever les identifiants et les remplacer par une clé. Donc normalement, en tout cas, il y a information à tout le moins et consentement. Néanmoins, si les données sont collectées dans le cadre d'un service, le consentement n'est pas obligatoire. Dès lors que vous voulez accéder à un service, j'imagine un objet connecté en santé, l'entreprise qui commercialise cet objet, dès lors que vous voulez y accéder, il n'y a pas besoin de consentir en plus au traitement de vos données. Je ne sais pas si c'est une réponse suffisamment claire. Mais normalement, il y a information et consentement, sauf cas particulier où vous utilisez des services et donc il n'y a plus besoin d'ajouter ce consentement. Monsieur Miguel Jean, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce consentement des patients ? Est-ce qu'il est obligatoire dans le cas de données pseudonymes collectées ? Ça revient à ce que je disais. Pour consentir, il faut être informé. On parle de consentement libre et éclairé, ce qui est un absolu, parce qu'on n'est jamais tout à fait libre ni tout à fait éclairé. Mais s'agissant de cet aspect éclairé, je ne suis pas sûr que ça soit simple et que ça prenne... Ça prend du temps d'informer un patient ou une patiente. Et s'agissant des données numériques, de ce qu'on va en faire, ça peut soulever tout un tas de questions et je ne suis pas sûr que dans le format d'une consulte,
on ait le temps de pouvoir développer tous les enjeux qui sont liés à l'utilisation des données. Et puis, est-ce que ça relève de la mission du soignant dans le décours d'une consultation? C'est une vraie question, celle-là. C'est une vraie question. Il y a Marie qui demande, du coup, dans l'usage d'une application collaborative entre soignants, hein, dans le cadre d'un suivi d'un même patient, comment savoir à quel soignant je suis autorisée à transmettre les données et dans quelles limites? Ça, c'est une question pour les juristes, hein, la notion du secret professionnel. Margot, elle est beaucoup plus compétente que nous pour Alors, répondre. on va passer la main, du coup, à Madame Bernelin. Je vous remercie de m'avoir redonné le ballon. Eh bien, pour savoir avec qui vous pouvez partager, c'est avec l'équipe de soins dès lors que dès lors que les professionnels de santé travaillent sur le soin de ce patient en particulier. Alors, il peut y avoir partage avec certaines précautions, le rappel des règles de confidentialité. Hein, toutes les personnes qui ont accès à des données de santé, d'ailleurs qu'ils soient professionnels de santé ou non, sont astreints au secret vis-à-vis de ces données, d'une part, et d'autre part, il faut que le patient soit informé. Dans certains cas assez précis, le patient va pouvoir autoriser ou non certains professionnels de santé à avoir accès aux données via des dossiers qui vont être partagés. Donc là, on s'éloigne un tout petit peu de ce cas particulier qui va être cette application-là, et ça va surtout porter pour les dossiers médicaux. Le dossier médical du salarié, c'est numérisé, c'est au salarié de dire oui ou non si son médecin traitant va pouvoir y avoir accès. Et ça, cette logique-là, on va la retrouver aussi pour dossier médical partagé plus classique. C'est au patient de décider. Mais pour l'application, dès lors que, voilà, j'ai donné ma réponse. Je laisse la main. Oui, on revient en fait sur la notion de sécurité des données. C'est à qui, comment, pourquoi. La fameuse dictée, hein, donc du professeur Gouraud, moi je l'ai noté. Hein, merci professeur. Voilà, j'adore la notion de dictée. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, disponibilité, intégrité, confidentialité et traçabilité. Ça résume assez bien ce que vous êtes en train de dire au final tous les deux, hein, à la fois sur le champ juridique et sur la vision de l'éthique de la donnée et de son utilisation et de sa sécurisation. Parce que si on revient sur la sécurité des données, Monsieur Jean, comment vous voyez les choses? On a parlé tout à l'heure des systèmes informatiques et je suis vraiment pas le mieux placé pour en parler, mais je le vis en tant que praticien. On a tous les jours des risques majeurs de cliquer sur le lien où il fallait pas cliquer. Enfin, on pourra inventer tous les systèmes machines possibles. Le point de fragilité restera toujours l'humain. Et je suis convaincu que les malveillants dont parlait Margot tout à l'heure peuvent arriver à leur fin parce que on reçoit 50 ou 70 mails par jour. Il y a sur le nombre, on est 12 000 à l'hôpital. C'est bien le diable s'il n'y a pas un de nos collègues qui va appuyer sur le mauvais bouton. Enfin, je crois que le risque, il est humain avant tout. On pourra inventer tous les systèmes du monde. Le point de fragilité, ça sera l'humain. Merci à vous deux de rentrer comme ça en complémentarité avec le professeur Gouraud sur la donnée, la data de santé et puis la place, vous en avez parlé, de chaque personne dans le parcours, c'est-à-dire le patient, son aidant familial et puis le professionnel de santé évidemment autour. Et on voit qu'il y a une vraie complexité aussi en fonction de la typologie de la personne qui a la donnée et à qui on la donne. Alors du coup, je vais rentrer en ville, à l'habitat, je dirais même, et je vais laisser la place à Jawad Ajam, qui est donc directeur du développement chez Centic, le groupe Vive. Jawad, ravi de t'avoir sur ce plateau. Tu as un beau projet, donc là on va rentrer sur un projet au final que tu portes, que le Centic porte aujourd'hui, qui s'appelle le dispositif Divadom. En tout cas, c'est comme ça qu'il était appelé à l'époque. Je ne sais pas si c'est toujours son nom. Dis-en-nous plus. Branche ton micro, Jawad. Je voulais pas vous déranger. Je voudrais tout d'abord m'excuser de mon absence et de mon retard à arriver. Je suis actuellement sur le parking du centre hospitalier de Saumur pour un projet où la data est concernée avec la préparation de sortie d'hospitalisation. Et là aussi, des questions se posent sur l'information, le consentement et l'accompagnement de parcours. Donc effectivement, c'est un Divadom. Divadom, c'est le nom
qui a été proposé par l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire pour les dispositifs innovants d'accompagnement à domicile. Si on prend le nom qui est proposé par le ministère, c'est les dispositifs d'accompagnement renforcés à domicile. Et nous, pour simplifier les choses, on lui a donné le nom de Philémon, pour lui donner une identité un peu plus exotique, puisque Philémon et Baucis, c'est le couple qui a accueilli Zeus et Hermès, et en contrepartie, la seule demande qu'ils ont faite à Zeus et Hermès, c'est de pouvoir vivre, vieillir et mourir ensemble. Il y a toujours l'arbre de Philémon et Baucis que vous pouvez voir si vous allez un jour à Athènes. Donc, qu'est-ce que c'est Philémon? Philémon, c'est un dispositif qui doit finalement mettre en place toutes les conditions qui vont permettre à une personne âgée, fragile, de rester chez elle dans les meilleures conditions. C'est aujourd'hui ce qu'on appelle les centres de ressources de territoire qui vont se déployer un petit peu partout. Nous, on a eu la chance de l'expérimenter dans un dispositif article 51, et je vais plus particulièrement vous parler de quelque chose qui se fait en interaction, et on en est très heureux avec le Gérontopole et le laboratoire Allegro. C'est le dispositif finalement de suivi à domicile de l'état de santé du patient. Donc en résumé, vous avez un bénéficiaire dont l'état de santé nécessite une prise en charge et des conditions de prise en charge d'état de santé et de fragilité équivalentes à celles de l'EHPAD. À travers Philémon et une équipe coordonnée, on va mettre en place le soin à domicile, on va mettre en place l'aide à domicile, on va agir sur l'adaptation du logement, on va proposer des aides techniques, on va proposer de la téléassistance et de l'actimétrie, aussi à de la donnée. Et puis on va surtout proposer, quasiment pour une personne sur 3, la possibilité d'avoir un suivi avec des données de santé qui permettent d'être plus réactifs dans la prise en charge, puisque l'enjeu du dispositif qui s'appelle Géritech, c'est de pouvoir finalement identifier très tôt quand la situation se dégrade, quand il y a décompensation. Donc en termes de processus dans ce projet-là, on est clairement confronté au consentement. Ce sont des personnes fragiles, plus de 85 ans, GIR 3, 2, donc des situations assez complexes pour lesquelles il faut pouvoir informer, faire en sorte qu'il y ait une information qui permettent d'éclairer la vie et la position du patient, et donc le choix d'adhérer au dispositif dans son ensemble, et puis après le choix d'adhérer à ce suivi physiologique qui est apporté par des objets connectés, puisque en fait, sur le principe, on est dans un schéma où on a des infirmières qui vont être formées, qui vont, au lieu d'utiliser leurs équipements habituels pour mesurer la pression, la fréquence cardiaque ou le taux d'oxygène dans le sang, elles vont finalement être formées à utiliser des objets connectés qui vont venir mettre à jour un dossier médical du patient, qui vont être complétés par des questions en lien avec le médecin traitant pour pouvoir finalement identifier les décompensations ou la dégradation de l'état de santé. Et puis on est sur un schéma où finalement l'outil numérique, la data, elle est là pour essayer de déclencher une modification, une évolution de la prise en charge de la manière la plus préventive possible. J'ose pas parler de prédictive. Alors derrière ça embrasse beaucoup de choses. Ça embrasse la responsabilité du médecin, ça embrasse la responsabilité de l'infirmière, ça embrasse finalement, on a de la donnée, si on ne traite pas cette donnée, qu'est-ce qui va se passer? Si on a une alerte, qu'est-ce qui va se passer? Donc le dispositif a été réfléchi pour tenir compte de ce que finalement la législation nous autorise, et surtout faire en sorte que les médecins traitants s'approprient la démarche, s'impliquent dans le dispositif. Alors pour faire ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a formé des infirmières qui n'ont pour mission que de soigner et de recueillir ces données, c'est-à-dire de prendre les mesures. Et puis on a mis en place une infirmière qui a un rôle plutôt d'infirmière coordinatrice ou d'infirmière pré-régulatrice, c'est-à-dire c'est elle qui va suivre finalement la manière dont les alertes peuvent être remontées. Et pour là aussi faire en sorte que le médecin traitant,
qui est concerné en premier lieu par ces données puisse les prendre en considération et agir, on a un médecin régulateur, on a un médecin gériatre qui joue un rôle de régulation. C'est-à-dire qu'on a mis en place des intermédiaires qui sont là pour mettre en confiance l'équipe soignante dans la gestion de ces alertes, pas dans la manière dont elle soigne, mais dans la manière dont elle va exploiter les données qui remontent. Et aujourd'hui, c'est suffisamment confortable pour tout le monde, à tel point que ce médecin régulateur devient presque un partenaire des infirmières, des partenaires des services de soins infirmiers à domicile. Mais derrière ça, ça pose toutes les questions sur lesquelles vous avez certainement échangé. J'aurais vraiment aimé être là. J'ai écouté une partie des propos introductifs, mais j'aurais vraiment aimé être là sur la durée. J'espère que tu regrettes. Oui, je regrette, mais je vais revoir la vidéo avec grand plaisir. L'information éclairée pour une population fragile et donc un cadre d'information qui doit être structuré. Le recueil du consentement. Le recueil et de l'appropriation des infirmières du dispositif, et puis après, quelque chose qui permette qu'il y ait un partage de données entre un certain nombre d'acteurs. Vous les avez vus, là, on a l'infirmière du SIAD qui intervient, on a l'infirmière qui régule, on a le médecin qui régule, on a le médecin traitant. Ça fait beaucoup de monde qui vont être concernés par ces partages de données. Il faut que ce partage de données se fasse de manière sécurisée. Donc là aussi, on a travaillé avec le GRADES pour créer finalement cette passerelle de partage de données sécurisées qui est là, qui nous permet finalement de pouvoir faire remonter ces données, de faire le lien avec le DMP, demain de faire le lien avec mon espace santé. Mais on est dans un schéma où effectivement, en théorie, ou en tout cas on a mis en place toutes les conditions pour que ne soient concernés par les données recueillies auprès du patient que les personnes dont la fonction dans le processus de prise en charge et d'accompagnement le nécessite, donc l'aide à domicile ou les autres intervenants, et il peut y en avoir beaucoup, n'ont pas accès à ces données de santé. Mais on est dans la préfiguration de ce qui se passe déjà aujourd'hui et de ce qui se passera encore plus demain. C'est-à-dire qu'on est dans la préfiguration d'un environnement où finalement nos données de santé vont finalement pouvoir être accessibles à distance plus facilement, de manière plus interactive. Et derrière ça, effectivement, il faut qu'il y ait qu'on puisse garantir cette protection. Alors on n'est pas à l'exemple de ce qui peut se passer en Asie, où quand vous êtes hospitalisé, vos données de santé servent tout de suite à la recherche sans votre consentement. Ici, on est encore dans un schéma, et fort heureusement, où le consentement est nécessaire. Mais avec le Data Hub, on a fait un grand pas dans la possibilité qui peut être donnée aux chercheurs, aux entrepreneurs, pour pouvoir utiliser la donnée de manière à mieux soigner demain. Et l'enjeu, c'est de pouvoir l'utiliser pour mieux soigner et non pas l'utiliser de manière nocive ou commerciale. Alors, je ne sais pas quel est mon temps d'intervention, mais Jawad, je vais rebondir sur ce que tu dis parce que c'est extrêmement intéressant. Moi, il y a une question que je me pose dans ta présentation quand tu nous présentes Philémon, qui est ici un dispositif d'Ibanom. Tu parles de la transversalité, en effet, des acteurs, et on en a un petit peu parlé tout à l'heure avec Miguel Jean et Margot Bernelin, parce que on voit aussi la limite, Margot, d'un point de vue juridique, quand on est un médecin, une infirmière, un aidant personnel, Jawad le dit bien, on n'a pas forcément besoin de la même typologie de données, puis on n'a pas non plus les mêmes droits. Comment ça se passe en fait? Parce que c'est extrêmement complexe que nous présente Jawad Ajam quand même, d'un point de vue juridique. Je peux en parler de manière très très concrète, vraiment très concrète. On a le GRADES. Après, Margot, je vous laisse la main pour me corriger. On a le GRADES qui travaille depuis quelques années, qui aujourd'hui, ça produit ses fruits, puisqu'on a finalement un SI qui permet de partager ces données. Avec le GRADES, on a créé
un filtre supplémentaire, mais en tenant compte de ce qu'ils avaient déjà développé, hein, pour permettre à des acteurs dont les profils sont différents. L'aide à domicile, l'aidant naturel, enfin l'aidant familial, le soignant, parfois ceux qui interviennent dans le cadre de la démarche plus sociale, ceux qui relèvent de l'EHPAD qui est concerné par le projet, et puis l'infirmière qui intervient à domicile, l'infirmière coordinatrice, le médecin coordinateur, le médecin traitant, parfois le spécialiste qui peut être hospitalier ou qui peut être un spécialiste de ville. Donc tout ça est cadré aujourd'hui. N'importe qui ne peut pas avoir accès à n'importe quelle information. C'est cadré aussi en termes logiciels, c'est-à-dire que la manière dont ça a été produit fait que quand on rentre dans la même application, si on est médecin, ben on va être habilité à avoir un certain nombre d'informations. Si on ne l'est pas, en fonction de notre statut, on ne va avoir que des informations, par exemple les informations qui vont être nécessaires dans l'accompagnement à ce qu'on appelle la transmission. C'est-à-dire qu'il y a Janine qui intervient à 9h et il y a Françoise qui va intervenir à 11h. Il faut qu'elle sache ce que Janine a fait à 9h pour continuer le travail de Janine dans l'accompagnement. Donc aujourd'hui, sur un plan technique et technologique, je pense que c'est structuré. Sur un plan réglementaire aussi, on a accès à des données seulement si on dispose d'un certain nombre d'autorisations et de cartes. Un médecin, il va avoir sa carte pro. Et enfin, sur un plan plus, j'allais dire là, on est sur un schéma où il faut s'assurer que l'information ne soit utilisée que par les personnes concernées, avoir par exemple l'erreur humaine qui peut générer l'accès à des données auxquelles on ne devrait pas avoir accès. Et là, je te rejoins, Jean, quand tu disais tout à l'heure que finalement, le risque le plus important, en dehors du risque de cybersécurité, c'est celui de l'erreur humaine. Madame Bernelin, pour compléter. Mais j'ai rien à ajouter. La situation pratique a été extrêmement bien décrite. Ce que je pourrais ajouter là-dessus, c'est que la Haute Autorité de Santé émet des recommandations sur les outils de télésurveillance qui imposent ces structures techniques, technico-juridiques, on pourrait même ajouter, avec vraiment des accès pour certaines personnes, des mots de passe, des journaux détaillés, ça se fait automatiquement pour indiquer qui a eu accès aux données à quel moment. Donc, tout cela est bien décrit. Et bien sûr, je vous rejoins, c'est souvent l'erreur humaine et la CNIL a eu l'occasion de sanctionner des médecins qui n'avaient pas mis à jour leur logiciel et cette absence de mise à jour. En fait, dans la mise à jour, il y avait une faille de sécurité qui avait été détectée. Comme la mise à jour n'avait pas été faite, des hackers ont pu venir récupérer des données de santé et la CNIL les a fortement sanctionnés avec une amende importante et on a fait une large publicité sur son site internet pour rappeler et surtout avertir les professionnels de santé, n'oubliez pas les actions les plus basiques, mettre à jour dès qu'il y a une alerte de sécurité, dès qu'il y a une mise à jour proposée, il faut la faire notamment. Ça peut être des actions très concrètes au quotidien. Merci Madame Bernelin. Monsieur Ajam, je ne vais pas vous lâcher comme ça, mais j'ai une question très concrète à vous poser quand même sur votre expérimentation. Sur la partie, vous avez parlé du coup de télésurveillance, on l'a bien compris, de pluridisciplinarité également. Quelle est la typologie des données de santé que vous récoltez aujourd'hui de manière très concrète ? Alors, de manière très très concrète, on dispose de l'ensemble du dossier médical du patient. Et en plus de ce dossier médical dont va disposer l'infirmière, puisque c'est en concertation avec son médecin traitant, pour rentrer dans le dispositif Géritech, il y a une réunion qui se passe avec le médecin traitant, entre le médecin traitant, l'infirmière et l'infirmière coordinatrice, pour pouvoir mettre en place le protocole de suivi. Donc, pour mettre en place ce protocole de suivi, on dispose de toutes les données de santé. Comme c'est un patient Philémon, on dispose aussi de toutes les données sociales. On a un partenariat avec la Maison de l'Autonomie qui nous permet de disposer de absolument toutes les données sociales. Donc, ça concerne le revenu, ça concerne le type d'habitat, ça concerne le domicile, ça concerne... Toutes ces données-là sont là. Mais ce n'est pas les mêmes personnes qui ont accès à ces informations-là. Donc, l'intervenant qui intervient plutôt pour l'accompagnement social, pour l'adaptation du logement, pour l'accès aux aides techniques, il va avoir accès à un certain nombre de data. Et puis, l'infirmière et le médecin vont avoir accès à tout data. Donc, on a
concrètement accès à toutes ces données. On a perdu Jawad Ajam. Miguel, je me permets de revenir du coup avec vous, Miguel Jean, sur votre appréciation, parce qu'on entend qu'il a toutes les données, mais moi on me dit ça, mais ça me fait peur. Il a toutes les données à la fois du DMP et de ma vie, entre guillemets, médico-sociale avec le centre CCS, etc. Est-ce que c'est pas trop ? Ben, je me faisais la même remarque à écouter Jawad, mais quand il dit on, ça me faisait peur, le on. C'est-à-dire que qui peut y accéder? Alors, j'ai compris qu'il y avait des habilitations, et Margot l'avait redit, c'est cloisonné, mais je vais prendre des exemples là, qui peuvent survenir, j'imagine, dans la vie de tous les jours. Je parle de l'établissement médico-social, de l'EHPAD, de la masse. Quand ça tombe en panne... Ne dis pas de bêtises. Quand ce logiciel tombe en panne, quand il faut accéder à la machine pour la réparer, est-ce que les techniciens, ceux qui prennent la main, qui ont la compétence, sont habilités à pouvoir accéder à ces données? Alors, je vais juste préciser pour rassurer. Deuxième point. Attends, Miguel, fini, après on te redonne la parole. C'est une question ouverte que j'ai posée. Oui. Non, mais moi, il y a des questions qui m'arrivent comme ça au fil de l'eau, mais quand il y a, par exemple, dans un établissement médico-social, un fonctionnement un peu quotidien, c'est-à-dire il n'y a pas de service informatique, c'est souvent la directrice ou la chargée de qualité qui s'occupe du versant informatique. Ils sont dans la grande difficulté lorsqu'il y a des soucis techniques avec les installations. Et ça, c'est un point de fragilité qu'on n'imagine pas, mais que je vis tous les jours, hein, quand je vais dans les établissements médico-sociaux. Et puis, par exemple, qu'est-ce qui se passe en cas de coupure d'électricité? C'est tout bête, mais ça peut arriver. Est-ce que ça met en péril la sauvegarde des données? Dans les hôpitaux comme au CHU de Nantes, oui, non, c'est prévu. Mais dans les petits établissements, c'est pas péjoratif, est-ce que tous ces systèmes sont protégés de coupures de courant, enfin de choses comme ça qui peuvent arriver? Voilà, ça fait partie des questions qu'on peut poser aussi concernant ces données. Merci Miguel Jean. Alors Jawad Ajam, ma question, tu l'as compris, quand tu nous as parlé de médico-social, de DPMP, je me suis dit, waouh, que de données! Et le réflexe que l'on a, c'est est-ce que c'est pas trop? Et c'était vraiment la question du coup que j'ai posée à Miguel. On est dans un projet, dans des dispositifs, c'est pas que Philémon, mais on est dans des dispositifs qui nécessitent beaucoup d'agilité. Et vraiment pour rassurer si c'est nécessaire, mais je pense pas que ce soit nécessaire. En fait, c'est un accès à des données. Ces données-là, elles sont dans un emplacement qui est précis. Cet emplacement qui est précis, il est sécurisé et géré. C'est-à-dire que quand on va accéder à des données sociales, c'est le serveur qui est géré par la maison de l'autonomie, par l'hôtel du département. C'est lui qui en assure la sécurité. Il nous donne accès à ces informations-là, mais ça n'est pas nous qui traitons la mise en sécurité de ces données-là. Et ceux qui ont accès à ces informations-là ne sont que ceux qui sont autorisés à y accéder. Pour les données de santé, tout se passe en lien avec le GRADES. Et donc, c'est sécurisé à travers le dispositif qui a été mis en place en se posant les mêmes questions que Jean-Miguel il y a quelques années. Et avant, on appelait ça des GCES, je ne sais même plus d'ailleurs, GCS Santé. On appelait ça des GCSI Santé, maintenant c'est des GRADES qui ont été déployés sur les régions pour pouvoir mettre en place un outil qui soit transversal et qui soit sécurisé. Alors je ne dis pas que c'est parfait, je ne dis pas qu'il a fallu du temps, je ne dis pas que l'usage peut parfois être complexe, mais on accède à des données dans des emplacements sécurisés. Quand on a un patient qui est hospitalisé, ce sont les données que l'hôpital va nous communiquer. Mais on est dans une prise en charge, les CRT, pour ne pas parler de Philémon en particulier, les CRT Centre de ressources territoriales, je traduis. Centre de ressources territoriales, voilà, qui sont en fait la suite de Divadom chez nous en Pays de la Loire.
les CRT sont là pour finalement recueillir et exploiter un certain nombre d'informations pour proposer l'accompagnement qui va être le meilleur, le plus sécuritaire, le plus structuré et le plus coordonné. Et c'est vrai qu'on est un peu lâche parce que finalement, on responsabilise le GRADES, on responsabilise le département pour la sécurité des données auxquelles on accède. Mais au final, tout à l'heure, le professeur Gouraud nous parlait de millions de données, c'était énorme. Mais au final, quand on n'utilise pas la donnée du patient ou de la personne âgée sans être un patient, ou qu'il y a un mésusage de sa donnée, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est vraiment obligé de tout utiliser? Si on ne l'utilise pas, qu'est-ce qu'elle devient, cette donnée? Je peux prendre encore la parole 2 minutes, Valérie? Ah ben oui, bien sûr. C'est à toi que je pose la question, mais on ne te voit plus. Donc, mais on t'écoute. Je suis toujours là. Vous ne me voyez pas? Mais c'est pas grave, je t'en prie. Un Internet exprès. Non, donc je disais que, en fait, on n'utilise que les données utiles. Le dispositif mis en place à qui a des soucis, ne va chercher que... Vous êtes toujours là? Vous m'entendez? Oui, c'est bon, on t'a récupéré. C'est parfait. Donc, je disais que l'échange qu'on a eu avec le GRADES pour faire en sorte que des données soient partagées entre des acteurs de profil variables nous a permis de ne mettre dans finalement ce support que les données utiles. Le médecin peut aller sur le DMP du patient pour récupérer d'autres données s'il en a besoin. L'infirmière peut faire la même chose, mais le dispositif qui a été développé par le GRADES, et vraiment je tiens à les remercier parce que ça a été des partenaires fabuleux, c'est de ne recueillir que les données utiles. Je ne sais pas s'ils nous écoutent, mais en tout cas je les remercie beaucoup pour la manière dont on a travaillé avec eux. Un clin d'œil à Anne-Alexandra Babu, elle nous écoute. Ce qui est une obligation juridique, de ne collecter que ce qui est strictement utile normalement. Merci Madame Dernelin, c'était une vraie question en fait. Très bien, donc que la donnée utile doit être récoltée. Et pourtant on nous parle de millions de données. Oui, parce qu'elles sont agrégées toutes ensemble. Ce qui est utile pour le médecin traitant, un médecin spécialiste aura besoin d'autres données, de données complémentaires, et tout ça s'ajoute. Les données de vie réelle pourront être utiles pour certaines alertes en télésurveillance. Donc tout ça s'agglomère. Et là, on arrive en millions de données, sachant que le professeur Gouraud vous l'a indiqué, il y a les données de santé, ce que nous, juristes, nous appelons les données de santé par nature. Le résultat d'examen sanguin, par exemple, et puis il y a les données de santé par destination parce qu'elles sont dans un contexte de soins. Ça va être la lettre du médecin qui va adresser son patient à un confrère, et donc tout ça s'ajoute. Donc à la fin, on a une masse très importante qui va être utile pour la recherche afin de mener des études rétrospectives sur ces dernières, et c'est également pour cela qu'elles sont conservées et agrégées ensemble. Quelle transition, merci Madame Dernelin. Donc pour la recherche, Jawad, Frédéric Noublanche, Jawad Ajam, Frédéric Noublanche, vous travaillez ensemble autour du projet on est sur un sujet recherche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous travaillez tous les deux au final? Jawad, vous récupérez de la donnée de ton côté via la téléassistance et pouf, ça passe en recherche chez Frédéric. Expliquez-nous. Alors, avant d'aller un tout petit peu plus loin, je vais vous rappeler rapidement ce que c'est que Allegro. Donc, Allegro, c'est le Living Lab. Living Lab, c'est un lieu vraiment de combler. On n'entend pas bien. Il y a une coupure d'Internet, c'est bon? Oui, on a des coupures, oui. Donc, le but du Living Lab, c'est vraiment de combler l'écart entre les usagers et les développeurs de technologies, et justement d'accompagner tous ces échanges d'informations et de données. Et le leitmotiv, c'est vraiment de mettre l'usager au cœur du dispositif. Usagers qui sont certes nos patients résidents, mais qui sont aussi nos professionnels de santé. Et il ne faut surtout pas oublier les familles et les aidants, qui eux aussi génèrent des données, et on n'en a pas beaucoup parlé, on a surtout parlé de données générées par les patients, mais on a aussi les professionnels de santé et les aidants qui génèrent aussi de la donnée.
Je vais vous faire part un petit peu de 3 éléments, 3 réflexions concrètes du lab autour de tout ce qu'on a échangé. Le premier, pour moi, l'important, c'est le lieu de stockage. Et moi, j'ai la chance à Angers d'être dans un CH où mes serveurs sont sécurisés, où il y a des personnes expertes qui gèrent ce problème-là. Et c'est vrai que quand on fait de la recherche, etc., il faut faire attention toujours d'être sur des serveurs qui sont entre guillemets estampillés santé, qui sont bien protégés. Et pas d'avoir des fois des raccourcis un peu faciles, d'utiliser des outils comme Google Forms ou autres qui sont sur des serveurs où on ne sait pas du tout où sont les données et à quel endroit sur la planète. L'autre point, et on a parlé beaucoup, c'est l'anonymisation de nos données. C'est vrai que tout ce que l'on fait avec Jawad et moi aussi au sein du lab, on anonymise ou on pseudo-anonymise les données. C'est certes pas complètement sécurisant, mais c'est déjà une première chose. Deuxième point important, c'est tout ce qui tourne autour du respect des règles. Quand on fait de la recherche, on essaye de respecter tout ce qui est recherche sur l'intervention de la personne humaine ou de l'intervention. Ça commence déjà par, vous en avez parlé souvent, déclarer les données que l'on utilise. Et ça, ces données, c'est la CNIL, auprès de la CNIL qu'on déclare. C'est un dictionnaire d'informations sur lesquelles on travaille et qui est accessible et qu'on peut savoir sur quelles données vraiment on travaille. Et même s'il y a des millions de données, elles sont toutes déclarées et on a obligation de bien les déclarer. Après, pour être bienveillant et respecter l'éthique, ça ne se fait pas tout seul, chercheur tout seul dans son coin. C'est pour ça que quand on fait de la recherche, on sollicite des comités d'éthique ou s'il y a besoin d'un niveau de protection supérieur avec des données médicales, des comités de protection des personnes. Et c'est vraiment des gens qui sont multidisciplinaires, qui nous accompagnent au quotidien sur notre réflexion, nos pratiques, pour qu'on essaye d'être le plus bienveillant et le plus vigilant possible pour protéger nos patients, nos professionnels et les aidants. Et puis, autre point autour du respect des règles, c'est que moi, CH et aussi Lab, je ne peux pas exporter des données sans définir clairement ce que je fais. Et pour cela, on fait des contrats qui sont co-développés avec les services juridiques de l'hôpital d'Angers et qui permet de faire vraiment les choses de façon cadrée. Et les entreprises peuvent avoir accès aux données, mais toujours dans un cadre très contraint et très clair. Et enfin, pour terminer, le troisième point, je trouve qui est important, c'est que nous sommes tous des professionnels de santé formés et nous sommes en formation permanente. Et la matinée de ce matin a aussi contribué à ma formation. J'ai appris plein de choses. Merci à tous. Et en tant que professionnel formé, moi, je me dois de protéger mes usagers. Et par exemple, je vais prendre un cas concret, c'est qu'on utilise un outil qui s'appelle le Focus Group. Donc, c'est un brainstorming avec les usagers. Et quand vous regardez dans la littérature le mécanisme d'un brainstorming, d'un Focus Group, pardon, on doit enregistrer et filmer les personnes. Et moi, pour protéger les gens et pour laisser une parole la plus libre possible et être le plus anonyme possible, je n'enregistre pas les gens. Mais par contre, j'ai 2 personnes qui viennent prendre des notes. Et ces personnes sont présentées aux usagers lors de ce focus group. Et les notes qui ont été prises sont présentées sous forme de diaporama PowerPoint à la fin du focus group pour que les usagers sachent exactement quelle information on a recueillie et qu'ils puissent éventuellement les modifier. L'autre élément important en tant que professionnel formé, c'est le recueil du consentement, si c'est des données médicales. Moi, je travaille beaucoup sur des données qui sont non médicales, plus des données de type questionnaire de satisfaction. Et là, je suis sur de la non-opposition. Et ma population d'usagers, c'est souvent des personnes qui souffrent de troubles cognitifs. Et entre guillemets, ce n'est pas forcément évident de savoir qu'ils ont bien donné un consentement qui soit éclairé, ou tout du moins une non-opposition. Et pour ça, on a développé un outil qui s'appelle l'UBAC, qui est une échelle, en fait, qui nous permet de mesurer ce qu'a compris la personne. Donc, quand je demande à une personne de participer à une étude, je lui donne l'information de ce que c'est que cette étude, toutes les informations nécessaires pour la non-opposition ou le consentement. Et vraiment, j'ai une coupure Internet, c'est bon? C'est bon, tu as récupéré. Je pose 10 questions qui permettent de mesurer vraiment ce qu'a compris l'usager pour m'assurer une non-opposition éclairée. Ouais. Si j'ai un nombre de questions qui est insuffisant, du coup, je considère que la personne elle est trop fragile et dans ce cas-là, je me retourne vers une personne de confiance. Et c'est qu'avec une personne de confiance que je peux continuer ma recherche. Ouais. Alors, vous allez me dire, c'est pas la personne qui a donné son consentement, c'est une personne de confiance, mais c'est aussi important d'avoir ce mécanisme-là parce que je pense que dans les outils que je développe, les technologies que je développe, j'ai besoin d'avoir des gens qui sont avec des niveaux cognitifs très altérés et qui doivent
peuvent pas donner leur consentement, pardon. Mais par contre, j'ai besoin d'avoir leur retour pour développer des outils pour eux, pour la suite. Alors ça, on va y revenir avec Guillaume Chaplet et Miguel Jean parce que, en effet, la partie consentement et fragilité de la personne âgée, ça me paraît juste évident. Et là, on va en discuter du coup avec le docteur Guillaume Chaplet qui est gériatre au CHU de Nantes. Jawad, par rapport à ce que présente Frédéric Noublanche, et on voit que c'est carré, c'est clair, il y a des étapes, il y a un protocole de recherche. On sent la robustesse, mais au final, cette recherche, dans l'expérimentation que tu vises aujourd'hui en téléassistance, à quoi elle te sert? Et là, je pose la question à Jawad Ajami. Alors, cette télésurveillance, c'est important parce que c'est deux dispositifs différents. Et d'ailleurs, je pense que tu étais à MedTech hier, le ministre François Braun a annoncé la prise en charge par l'assurance maladie de la télésurveillance. Et en fait, ce protocole-là, il a été coécrit. C'est-à-dire que Frédéric Noublanche nous a apporté de la méthode qu'apporte Allegro pour pouvoir faire cette évaluation d'usage. La demande, c'est de dire est-ce que c'est pertinent ce qu'on fait? Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour le patient? Comment est-ce que finalement le dispositif tel qu'il est en place peut être encore plus et mieux structuré pour apporter la réponse qu'on attend de lui, qui est d'agir de la manière la plus préventive possible, de faire en sorte que la prise en charge sanitaire soit la meilleure qui soit. Donc, en s'adressant à Allegro, on s'adresse à des données sécurisées puisque c'est un hôpital qui les héberge. On s'adresse à des intervenants qui ont le droit d'accès à ces données. Donc, de ce côté-là, on est plus rassuré forcément que si on s'adressait à un cabinet X ou Y pour travailler. Et puis, on est dans un champ d'évaluation d'usage sur lequel il y a une vraie réflexion qui a été mise en œuvre. Donc, derrière ça, ce qu'on va faire, c'est de produire la donnée. Et c'est nos intervenants, les infirmières, les ergos, etc., qui vont produire la donnée que va exploiter, et tu me corriges Frédéric si je dis des bêtises, que va exploiter Frédéric Noublanche pour pouvoir... Alors, je vais me faire un petit plaisir parce qu'il vient de soutenir sa thèse, le docteur Frédéric Noublanche, et je le dis avec grand plaisir. On va lui donner la donnée qui va être exploitée pour nous restituer une photographie de la manière dont la technologie a permis d'accompagner, en tout cas je l'espère, le mieux possible le processus de prise en charge et de soins. C'est très clair, merci. Du coup, je vais rebondir avec vous, docteur Guillaume Chaplet. On vient d'entendre Jawad Ajam parler du CHU d'Angers, de Frédéric Noublanche parler de serveurs, de données spécialisées. On est au CHU, c'est bon, tout est carré, tout ne peut être que bien fait. Mais on entend quand même Miguel Jean dire bon, oui, enfin après, on est très nombreux au CHU, donc quand on clique sur un bouton, on est nombreux à cliquer sur un bouton. De manière concrète, dans les expérimentations que vous menez au quotidien auprès de patients ou de personnes âgées qui ne sont pas des patients, il y a la question de la fragilité aussi de la personne. Enfin, j'irai jusqu'au consentement parce que moi, il y a quelque chose qui me fait tilt. Quand on a une problématique cognitive et qu'on n'est plus en capacité de donner son consentement, il se passe quoi en fait dans la recherche? Et évidemment, Miguel Jean viendra abonder cette réflexion. Mais voilà, plein de questions que je vous donne un peu en vrac. Pardon, docteur, je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Alors, je vais m'efforcer d'essayer de répondre à ces différents points et évidemment, notamment Miguel Jean, si vous avez la possibilité de compléter certains éléments, n'hésitez pas à m'interrompre. Je voulais d'abord commencer par vous remercier de m'avoir invité à cette table ronde et je trouvais les échanges très, très intéressants. J'ai noté certains points qui m'ont fait un peu réfléchir, un peu évoquer. Et pour commencer, je voulais quand même évoquer avec vous que, en tant que médecin, moi, ma posture du quotidien, c'est de récolter des données. C'est ça qui m'intéresse en fait dans ma pratique. C'est-à-dire que je pose des questions aux patients, je pose des questions aux soignants. Et dans ma pratique de médecin gériatre, à partir des données que je recueille et que je note dans le dossier médical, je hiérarchise les problématiques du patient, j'essaie de planifier le parcours de soins des patients. Et finalement, si on part du constat que les données que je récolte peuvent être interprétées, moi, ce qui m'intéresse et ce qui m'intéresserait le plus,
pour pouvoir mieux prendre en charge mes patients, c'est la cinétique, l'évolution et la résilience du patient et des données dans le temps. C'est pour moi quelque chose qui est fondamental dans une optique de données en santé, c'est de savoir pouvoir interpréter ces données-là et pouvoir faire l'interface avec les soignants et les médecins pour donner des marqueurs pertinents d'évolution du suivi des patients pour mieux prendre en charge ces patients. Parce que cette donnée-là, c'est ma pratique de gériatre. Mon évaluation de gériatre à un instant T n'est pas la même que mon évaluation de gériatre à un instant T plus 1 à 6 mois. Et c'est cette variation dans le temps qui m'intéresse et ces données qui évoluent dans le temps qui m'intéressent. Donc ça, c'est un point important que je souhaitais préciser parce que c'est en pratique ce type de données-là et cette présentation de données-là qui intéresse, on va dire, les cliniciens. Après, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce qui a déjà été évoqué, des problématiques de sécurité, d'accès aux données, etc. Mais indépendamment de ça, en tant que médecin clinicien, c'est ça que moi je trouve intéressant dans la possibilité d'avoir accès à une grande quantité de données. Et après, potentiellement, ce qui m'intéresserait, c'est de pouvoir associer cette évolution ou ces données des patients à des critères de jugement clinique pour pouvoir mieux prendre en charge les patients. Et là, la difficulté, quand on est gériatre, c'est que, évidemment, c'est très complexe comme phénomène de gériatre. Si on tient compte, et ça a été très bien présenté par le professeur Pierre-Antoine Gouraud tout à l'heure, des données cliniques, des données de santé, des données omiques, des métaboliques dans le sang, des transcriptomiques, du microbiote intestinal, on imagine une quantité de données extrêmement importante qui pourrait permettre, en tout cas certains auteurs et certains chercheurs le pensent, de pouvoir accéder à des pistes de recherche pour mieux comprendre le parcours de soins et le vieillissement des patients avec leur santé. Donc ça, c'était quelque chose que je voulais préciser, et pour moi, un point important sur la problématique des données et des données massives, notamment en gériatrie. Ensuite, si on revient à la question sur la personne âgée vulnérable ou fragile, selon à qui on s'adresse et selon ce qu'on entend par la définition, on varie le terme, mais effectivement, c'est compliqué cet accès au consentement. Et finalement, quelque part, pour essayer de cadrer un peu les choses, ce qui est le plus simple, c'est dans le cadre de la recherche, où pour le coup, on a des protocoles de recherche qui sont soumis à des comités d'éthique, et on justifie, quand on s'intéresse à des populations, par exemple, sur les troubles neurocognitifs, que l'on veut faire cette recherche-là dans cette population vulnérable-là, parce qu'il y a un bénéfice attendu pour cette population-là et qu'on ne peut pas inclure d'autres patients que ces patients-là dans la recherche parce qu'on ne pourrait pas avoir des données qui rendraient service à ces patients-là. Donc, toute la difficulté, c'est d'arriver à mettre en avant dans les protocoles de recherche qu'on soumet qu'en fait, on inclut cette population vulnérable parce que c'est cette population qui nous intéresse et qu'on ne peut pas inclure une autre population pour remplacer cette population d'études. Et donc, après, toute la discussion qu'on a avec les avis des comités d'éthique, c'est quelles sont les modalités de consentement qu'il faut avoir pour pouvoir s'assurer que cette recherche, elle est éthiquement acceptable. Donc finalement, dans le cadre de la recherche, après je laisserai compléter peut-être d'autres personnes, mais c'est quelque chose qui me paraît relativement cadré pour pouvoir recueillir le consentement des patients. Dans le cadre du soin, et c'est peut-être là la difficulté, c'est que les patients qui ont des troubles neurocognitifs, on est en difficulté pour recueillir leur consentement, et finalement, on est souvent plus en recherche de leur assentiment, de leur consentement. Mais je laisserai peut-être Miguel Jean compléter cette notion-là, parce qu'il est beaucoup plus compétent que moi pour faire la différence entre consentement et assentiment. Mais en pratique, cet assentiment des patients nous permet de faire une prise en soin adaptée aux patients. Mais toute la difficulté, c'est comment est-ce que, dans le cas d'utilisation et de la gestion des données massives, on peut tenir compte de cette notion d'assentiment. Est-ce qu'il faut déplacer quelque part, je pose une question à Miguel Jean, est-ce qu'il faut déplacer cette notion de consentement à la notion d'assentiment, d'accès aux données médicales, et comment est-ce qu'on peut cadrer ça de manière éthique potentiellement? C'est une question que moi je me pose pour ces populations vulnérables. Si vous voulez réagir, pas de souci. Ouais. Non, mais c'est une très bonne question, Guillaume. Et je crois que la question, elle se pose tous les jours dans le soin. Ces personnes qu'on a à accompagner sont parfois dans l'incapacité de donner leur consentement. Et on se contente, le plus souvent, quand je dis on, c'est les soignants, d'une non-opposition à défaut d'un assentiment. Et dans le champ du handicap, par exemple, les professionnels sont très sensibles face à des personnes qui sont incapables de s'exprimer verbalement, au geste même de cette main qui repousse le soignant et qui constitue
une absence de consentement, une forme d'opposition. Donc, on a la même chose finalement s'agissant du recueil des données de santé que le soin. Et je suis d'accord avec ce que vous disiez, de cette différence qu'il est important de faire entre le soin et la recherche. Pour la recherche, c'est très bétonné, enfin, les CPP sont là, Frédéric l'a rappelé. Dans le soin, on est dans le quotidien, dans une forme d'urgence qui parfois fait sauter ces remparts qui protègent l'individu. Et je ne voudrais pas qu'on ait un traitement différent s'agissant des données que ce qu'on peut faire dans le soin, on va dire, classique. Et c'est vrai qu'il y a une tentation extrêmement forte à peut-être aller un peu vite dans l'idée que le consentement a été obtenu et peut-être à faire un peu l'économie de l'information qu'on doit aux personnes, même si elles sont avec des troubles cognitifs, même si elles sont en situation de handicap. Et la loi parle, et je parle sous le contrôle de Marco, fait la différence entre le recueil et la recherche du consentement. On peut continuer à rechercher un consentement, même chez un majeur protégé sous tutelle, même chez une personne âgée, même chez une personne en situation de handicap. Et je crois qu'il ne faut pas perdre cette vigilance, parce que la tentation, certainement, est très forte d'aller au plus pressé, ce qui nous semble important, en omettant cette étape d'information adaptée, explicite de la personne dont on s'occupe. Margot, est-ce que vous pouvez compléter, parce que quelque part Miguel vient de vous donner la main aussi pour compléter ses dires? Tout à fait, il a dit quelque chose de central. Il faut au maximum rechercher le consentement de l'individu. Et là, en réalité, il y a des mécanismes similaires entre le consentement au traitement des données de santé et le consentement à un acte de soin. Même s'il faut distinguer les temporalités, on doit informer sur la collecte et le traitement des données de santé et de manière séparée, on doit informer sur l'acte de soin. Par exemple, on informe que l'on va collecter des données dans le cadre de l'usage d'un outil de télésurveillance. Et puis à côté, on va informer sur l'outil de télésurveillance en lui-même, comment il fonctionne, quelles sont les limites, à quelle fréquence il va aller être professionnel et puis les conséquences que cela aura. Donc, il faut bien distinguer ces deux étapes qui sont toutes les deux nécessaires, mais qui peuvent être chronophage, mais pas dans le sens, oh non, encore une étape. C'est plutôt, il faut le faire, ça va prendre du temps. Il faut que les professionnels de santé soient équipés à la fois d'informations sur les outils informatiques qu'ils utilisent et sur ce qui va être fait des données. Et ça, c'est un enjeu important. Et pour les personnes vulnérables, le droit impose de les mettre en condition de la plus grande autonomie possible. Il faut toujours informer les personnes. D'ailleurs, on parle des majeurs protégés qui font l'objet d'une mesure de protection juridique, tutelle, curatelle, etc. Représentation avec représentation de la personne. Mais il y a aussi, à l'inverse, les mineurs, il faut les laisser les plus autonomes possibles. Donc, les informer et rechercher leur consentement avant d'aller interroger selon les cas et les degrés d'urgence, soit la famille, soit les représentants légaux. Et donc, le droit va en ce sens, mais maintenant, le problème, c'est la disponibilité des professionnels de santé également. Guillaume Chapier, docteur, est-ce que vous voulez rebondir sur ce point? Juste une petite remarque, Valérie, ou Guillaume, excusez-moi. C'est justement entre ce que vous donnez, le cadre théorique que vous êtes en train de donner, et la façon dont on récolte les données de santé actuellement, où on a un affichage où on met « vous ne vous opposez pas à la collecte de données de santé, si tel est le cas, manifestez-vous ». Et quand on connaît toute la pression psychologique, l'état émotionnel qu'il peut y avoir dans le monde de la santé, c'est là où je vois moi l'énorme delta qu'il y a entre les règles qu'on est en train de donner et la vraie vie que l'on a actuellement dans nos systèmes de santé. Et là, je te repasse la main, Guillaume, je pense que tu peux rebondir. Non, je suis d'accord. J'avais le même ressenti, Frédéric, sur la temporalité nécessaire pour faire les choses dans les règles, entre guillemets, qui n'est pas forcément une temporalité qui est toujours adaptée à la pratique clinique quotidienne et aussi possiblement aussi limitée par la formation des médecins ou des soignants à ces nouvelles approches, l'utilisation des nouvelles technologies qui fait qu'ils n'ont pas forcément les ressources et les compétences qui permettent d'avoir un comportement adapté dans ces situations-là, en fait. Il est déjà 12h28, il nous reste 2 minutes. Du coup, je vais dire docteur Frédéric Noublanche, puis docteur S-Sciences Frédéric Noublanche. Vous êtes infirmier de formation et on voulait, avec la table ronde, de manière générale, se dire, mais on aimerait bien au final
qu'un professionnel du terrain, comme peut l'être le docteur Guillaume Chaplet également, mais vous en particulier qui êtes au contact au final du patient au quotidien, on aimerait avoir votre point de vue parce que la donnée, on la voit un peu sous toutes ses formes, on voit aussi ses limites, on voit la vraie vie et merci à Madame Bernelin et à Miguel Jean aussi de dire mais oui, mais la vraie vie, des fois ça se passe comme ça, donc attention aux déviances, mais voilà, il y a aussi des urgences, il y a aussi des manières de faire un peu du quotidien qui sont pas très très bornées. Vous, Frédéric, c'est quoi pour vous, au final, cette donnée? Est-ce qu'elle valorise votre métier? Est-ce qu'elle ne le valorise pas? Est-ce que ça a été un plus pour vous? Est-ce que ça vous éloigne du soin? Est-ce que ça vous éloigne du contact? J'aimerais vraiment avoir votre vision, un peu comme mot de conclusion de cette table ronde. Eh bien, en termes de qu'est-ce que ça me fait penser? Ça me fait penser à mes études d'infirmier il y a plusieurs dizaines d'années, où on était dans un monde de la culture de l'oralité, où on se faisait des transmissions orales sans écrire. Et moi, jeune étudiant infirmier, on m'a dit Frédéric, il faut absolument que tu écris, il faut que tu fasses des transmissions écrites ciblées. Et à l'époque, on était sur du papier. Puis petit à petit, là, on vient de passer maintenant sur un monde du numérique, où tout est inscrit et numérisé. Donc, c'est vrai qu'il y a tout ce paradoxe, entre guillemets, où on a obligation de tout tracer pour se protéger aussi réglementairement. Parce que quelque part, si on ne trace pas tout et qu'il arrive un incident à nos patients, nous, en tant que professionnels, on peut aussi être mis à l'amende. Mais à l'opposé, c'est aussi toutes ces données, qu'est-ce qu'elles deviennent? Et c'est vrai qu'on est professionnel et qu'on est dans le feu de l'action, on n'a peut-être pas ce recul. Et là, je rebondis un petit peu sur ce que je disais, c'est je pense que pour nous, les professionnels de santé sur le terrain, c'est vraiment d'avoir une acculturation à la recherche, d'avoir une sensibilisation à ce que c'est que la recherche et ce que c'est que de la donnée. Même si on ne le fait pas forcément de la recherche approfondie au quotidien. Mais comme on l'a très bien dit, on a des données de santé qui vont servir à la recherche. Et en tant que professionnel sur le terrain, c'est bien d'être sensibilisé et de ne pas faire n'importe quoi et d'avoir des mini-formations, ce que nos CH font très bien, je trouve. Parce qu'on a des formations sur la gestion des données, sur est-ce qu'on peut aller se connecter avec sa carte professionnelle sur un dossier de notre voisin. Et on l'a vu que il y a eu des dérives. Et donc, du coup, il y a eu des rappels de faits et de l'information et de comprendre le pourquoi on se connecte à un dossier de soins. Et que au final, ce n'est pas un livre et une bibliothèque qui est ouverte à tout le monde. Donc voilà, Valérie, un petit peu, c'est cette évolution de la culture de l'oral dans le monde de la santé qui a été très vite, parce que c'était il y a 30-40 ans, l'oral. On est passé à la culture de l'écrit il y a une vingtaine d'années. Et là, on est en train de passer à l'ère du tout numérique. Et vraiment, ça va très, très vite pour nous, professionnels de santé. Mais on est bien encadré, bien entouré. Et je pense qu'on va relever ce défi sans problème dans les années qui viennent. Merci pour cette vision évolutive après la transition démographique, la transition numérique, et on voit bien que on ne peut pas ne pas faire le lien entre les deux. Je tiens à remercier vraiment le docteur Guillaume Chaplet, Margot Bernelin, Miguel Jean, Frédéric Noublanche et Jawad Ajam pour cette magnifique table ronde. Merci pour votre adaptation vis-à-vis du numérique aujourd'hui et merci évidemment à toute l'équipe du West Data Festival pour son accompagnement à la préparation de cette table ronde. Merci à tous. Merci à tous. Merci à toi. Bonne fin de journée. Au revoir. Prochaine heure, c'est